On a eu très peur que la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football ne se tienne pas cette année. Le forfait du Maroc a entraîné beaucoup d'hésitations, beaucoup de problèmes à cause de la crainte justifiée ou non de la propagation du virus Ebola sur son sol. Du coup, les amoureux du football africain étaient inquiets, on craignait le pire. On a même frôlé l'humiliation continentale quand il s'est agi de faire partir cette Coupe d'Afrique des Nations au Qatar. Et puis, la Guinée équatoriale a dit, comme Zorro, je suis là, yes we can 2015, nous ferons la CAN 2015. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Stade Afrique 24, la référence sportive de la télé africaine. J'ai à côté de moi Julien Houry, Cyril Limba, pour faire un tour d'horizon sur les 16 qualifiés de la CAN. Bonsoir messieurs. Bonsoir Malik. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Alors, on va commencer tout de suite par le groupe A. Le groupe A avec la Guinée équatoriale, le Congo, le Burkina Faso, le Gabon. Un groupe qui semble a priori équilibré. Si je vous demandais votre favori, Cyril? Alors pour moi, mon favori objectif est plutôt le Gabon. Le Gabon parce qu'ils ont fini premier de leur groupe, dans lequel justement il y avait le Burkina Faso, avec Aubameyang, la star, le capitaine de cette équipe, qui est a amené le Gabon plus loin dans cette compétition. Donc pour moi, le Gabon est un favori, le favori objectif. Après, mon favori, et le petit trublion de ce groupe, pour moi, serait plutôt le Congo. Le Congo. D'accord avec ça, Julien? Assez d'accord, mais je reconnais quand même que le Congo, moi, me paraît bien armé pour être dans les deux dans ce groupe. Pour la même raison, je vois aussi le Burkina. Question d'expérience, ces deux équipes ont quand même ces dernières années bien avancé. Le Burkina en particulier lors de la dernière CAN en arrivant en finale. Je pense que cette expérience dans les grandes compétitions peut faire la différence et c'est la raison pour laquelle je donne une petite longueur d'avance à ces deux équipes. Après, bien évidemment, l'outsider, ce sera justement le Gabon, qui sera peut-être aussi très dépendant de Aubameyang. On verra aussi quel sera son état de forme. Ce sera peut-être plus dur pour la Guinée équatoriale quand même. À propos du Burkina Faso, que personne ne classe justement dans les favoris, notre journaliste Solange Roy a rencontré Alain Traoré, un des piliers de la sélection, même s'il a été blessé longtemps. Son reportage. Un pronostic pour cette CAN 2015? J'aimerais bien jouer la finale et puis la gagner cette fois-ci. Mais maintenant, après, peu importe contre quel pays, le plus important c'est que mon pays finit fort la compétition. Vous craignez aucune équipe d'Afrique? Aucune, nous sommes les vice-champions d'Afrique. Déjà, il n'y a pas les champions, donc c'est nous les champions de cette Coupe d'Afrique. Donc voilà, maintenant, ce ne serait pas facile, voilà, c'est une autre compétition, c'est à nous de bien se préparer et le plus important d'arriver tous prêts pour relever les défis. Alors le Burkina champion d'Afrique, vous y croyez Julien? J'y crois. J'y crois parce que cette équipe-là a commencé sa CAN 2015 le jour de la finale de la CAN 2013. Ils n'ont vraiment pas apprécié la manière dont ils ont perdu contre le Nigeria. Ils se voyaient presque plus forts sur ce match-là, en tout cas, où ils avaient vraiment de vraies prédispositions à pouvoir gagner cette CAN. Et depuis ce jour, ils se sont mis en tête qu'ils allaient gagner la prochaine CAN. Ils ont une énorme confiance en eux. Alain Traoré l'a prouvé dans cette interview où on voit vraiment qu'il y a une très très grande confiance en ce groupe. Il a pris 2 ans également d'expérience supplémentaire. Ça peut être une des grandes équipes que l'on peut attendre dans cette CAN, selon moi. Oui, mais il faut dire que les cadres du Burkina, justement, ne sont pas très en forme. Alain Traoré a été longtemps blessé. Jonathan Pitroapa, qui joue dans un championnat qui n'est pas très coté. Je présume que Cyril n'est pas d'accord. Vous présumez bien Malik, je ne suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. Pour moi, le Burkina n'a concrètement, pour moi, de ce groupe-là, en plus, le Burkina, pour moi, ne sortira pas du groupe. Pourtant, ils ont de l'expérience. Mais je... carrément. Non, pour moi, ils ne sortent pas. Entre Pitroapa, qui est perdre effectivement aux Émirats Arabes Unis, au club d'Al Jazeera, Bakary Koné, qui fait le bonheur de Lyon, enfin les supporters de Lyon apprécieront, non, il est souvent remplaçant avec l'OL. Ensuite, Alain Traoré, on ne sait jamais quand il joue surtout en début d'année, mais là cette année il a été blessé en début de saison. Donc pour moi, le Burkina ne passera même pas cette poule. Et je mise, je répète, sur le Congo, Gabon, Congo et mon ticket gagnant. Le Congo parce que Claude Leroy, 8e CAN, grosse expérience. Le Congo va être porté par une ferveur populaire, car ça fait 15 ans qu'ils n'avaient pas fait la CAN, et là ils y reviennent avec tout un peuple qui va être derrière eux. Sans oublier, ils ont un milieu de terrain performant avec Ndinga
qui jouait à l'époque à Monaco, qui est aujourd'hui à l'Olympiakos, Onyangé qui est à Reims, ouais. et Malonga qui a fait le bonheur de Nancy de Pablo Correa à l'époque et qui aujourd'hui joue en Suisse à Lausanne. Donc moi, pour ces raisons-là, je ne vois pas du tout le Burkina, je vois plutôt le Congo. Et en plus, vous n'avez peut-être pas encore écouté, mais l'hymne national de l'équipe du Congo s'appelle Dribble Facile. Et c'est plutôt un morceau que j'aime bien. Donc pour ces raisons-là, entre autres, hein, je mets une pièce plus sur le Congo et sur le Gabon. Donc il y a le favori sportif, il y a le favori du cœur. Voilà, juste un mot sur le pays organisateur. Que vaut réellement le Zalang national de Guinée équatoriale? Cette équipe de Guinée équatoriale, j'ai envie de dire aujourd'hui, elle ressemble au Danemark en 92 dans le championnat d'Europe. Elle arrive un peu de nulle part. Ils avaient été éliminés, disqualifiés lors des premières phases d'éliminatoire. Il y a eu un changement d'entraîneur. Elle a été repêchée, on l'a dit effectivement, en tout dernier instant pour cette CAN. Elle peut venir avec l'enthousiasme parce qu'après, c'est certain que sur le plan de la préparation, sur le plan de l'organisation, il y a un énorme déficit. Elle joue à domicile tout de même. Il va y avoir un engouement qui va être autour de cette équipe, bien sûr. Peut-être un peu d'arbitrage maison aussi, ça peut quand même faire partie des petites choses qui arrivent quand même dans ce genre de compétition. Pour moi, ça sera quand même un peu juste pour pouvoir sortir de ce groupe. D'autant plus que quand on change de coach à 12 jours de la CAN, ça risque de pas être évident. C'est sûr que pourtant ils ont pris le coach champion d'Afrique en 2012, champion d'Afrique avec les féminines, Esteban Becker. Moi j'ai envie de dire qu'il arrive très souvent en Coupe d'Afrique que les équipes qui jouent à domicile sortent au moins des poules. C'est ce qui est arrivé pour la Guinée équatoriale justement en 2012. Mais bon, effectivement, je lui laisse quand même assez peu de chance. Hein. Franchement, à 2 mois, ils étaient d'abord disqualifiés, ensuite ils sont revenus dans le circuit, on va dire. Donc pour moi, effectivement, ça va être difficile, très difficile pour la Guinée équatoriale. Mais bon, il y a toujours des surprises dans le football, mais ça sera quand même très difficile. L'arbitrage maison, peut-être. À présent, nous allons parler du groupe B. Groupe B avec la Zambie, la RDC, la Tunisie et le Cap-Vert. Un groupe a priori équilibré. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Effectivement, le Cap-Vert aujourd'hui, pour moi, paraît être une vraie force émergente, en tout cas sur le continent africain, de cette CAN. Et donc, pour moi, ça peut être une surprise, mais presque une surprise pour la première place, encore plus que pour la qualification. Il y a vraiment des joueurs qui montent en puissance dans cette équipe. Il y a aussi au niveau de l'encadrement, on développe un jeu beaucoup plus européen, donc beaucoup plus adapté bien sûr aux grandes compétitions. Ce Cap-Vert-là peut faire quelque chose. La Tunisie, derrière, pour moi, ça représente quand même aussi une valeur sûre. Hein. Tous les pays du Maghreb restent des références dans ces compétitions que sont la CAN, même si l'Égypte et le Maroc sont absents. Ouais. Bien effectivement, la Tunisie, l'Algérie sont des équipes qu'on attendra. Et dans ce groupe, peut-être que la Tunisie gardera une longueur d'avance sur les deux autres équipes, mais j'insiste aussi vraiment sur l'homogénéité de ce groupe. Ça peut partir dans tous les sens. Justement, et le résultat du premier match sera essentiel. C'est très homogène. Cyril, vous mettrez une pièce sur qui? Un peu effectivement comme le groupe A, le groupe précédent. C'est un groupe effectivement où c'est assez équilibré. Moi, un peu comme Julien, je mise quand même sur le Cap-Vert. Et la Tunisie, Likens, donc le sélectionneur tunisien, va avoir un peu de mal car il perd quand même des joueurs importants. Là, il y a eu un match amical contre l'Algérie et Ben Youssef et Khalifa, on l'appelle comme on veut, hein, sont blessés, donc ne participeront pas à cette compétition. Et donc pour la Tunisie qui a priori partait plutôt favorite dans ce groupe avec le Cap-Vert pour moi, là maintenant je me dis peut-être que la Zambie va pouvoir, en étant habituée à cette compétition qu'elle a gagné en 2012, faire quelque chose comme on ne l'attend pas du tout. C'est ce qui s'est passé en 2012, on n'attendait pas du tout la Zambie. Finalement, elle a gagné la compétition. Donc, pour moi, favori Cap-Vert. Ensuite, ça se jouera entre la Tunisie et la Zambie. Non, mais on a compris que vous êtes plus Congo que RDC. Oui, c'est vrai, j'ai oublié le RDC. Le RDC qui s'est qualifié difficilement. Donc, on ne sait jamais avec les Congolais. Mais bon, pour moi, objectivement, ils ne passeront pas ce tour. Maintenant, nous allons parler du groupe qu'on appelait le groupe de la mort, c'est-à-dire le groupe C, Ghana, Sénégal, Algérie, Afrique du Sud, le groupe de la mort, parce que dans ce groupe, on a 3 vainqueurs de la CAN et on a un finaliste de cette CAN. Alors, qui va sortir de ce groupe? Tout le monde voit l'Algérie favori. Est-ce que l'Algérie est vraiment le favori de ce groupe? Cyril? Là, oui, il n'y a pas de discussion. C'est le favori du groupe, c'est le favori de la compétition. Pour moi, si l'Algérie ne fait pas au moins demi-finaliste et qu'elle aura raté sa Coupe d'Afrique, pour moi, elle doit l'emporter sur la dynamique de la Coupe du Monde, plus la dynamique des qualifs, où elle a gagné ses 5 premiers matchs. Elle a perdu le dernier, mais elle était déjà qualifiée. Pour moi, il n'y a même pas photo. L'Algérie, avec les joueurs qu'elle a, l'entraîneur nouveau qu'elle a, est la grande favorite de la compétition en général. L'Algérie, justement, qui vient de recruter Christian Gourcuff,
connu comme un maître tacticien, le roi du 4-4-2. Christian Gourcuff, qui succède à Halilhodžić, qui a réussi sa Coupe du Monde en embêtant même le futur vainqueur, c'est-à-dire l'Allemagne. Christian Gourcuff a été rencontré par Solange Droit. Nous l'écoutons. Vous appréhendez votre première CAN? Ah non. Vous n'avez pas de pression, vous qui êtes favori, l'Algérie qui est favori de la compétition La pression, ça fait partie du métier, de la compétition. Et non, la pression, j'ai appris à la gérer. Et puis voilà, non, après, ça sera difficile. Mais non, c'est enthousiasmant. J'ai déjà découvert un peu l'Afrique sur les premiers matchs qualification. Bon, c'était un peu, je m'y attendais un peu, mais enfin, c'est avec des bons côtés, des moins bons côtés quelquefois. Mais voilà, pour la CAN, non, c'est une expérience qui certainement sera assez exceptionnelle que j'ai pas connue encore. Vous croyez vraiment quand il dit qu'il n'a pas de pression, Julien? Au contraire, je crois qu'il l'a énormément, mais autant la rejeter sur les autres. Hein. Donc là, palabre, on est en plein dedans. Christian Gourcuff, il ne faut pas se voiler la face. Il arrive après une Coupe du Monde qui a été extrêmement réussie. Il arrive dans un pays où on a de plus en plus de joueurs qui s'expriment au haut niveau, avec une star qui est en train de devenir une vraie star internationale avec Yacine Brahimi. Le public qui doit certainement attendre ça. Une date anniversaire aussi, puisque l'Algérie avait gagné la CAN il y a 25 ans maintenant. S'il n'a pas la pression avec ça, il ne l'aura jamais. Et ne l'oublions pas, ce n'est pas tout à fait le même style de management, de jeu que ce que pouvait prôner Vahid Halilhodžić. Il y a une vraie mayonnaise à prendre. On attend cette équipe d'Algérie. On l'attend, à mon avis, peut-être même un peu trop. Moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu quand même de l'Afrique du Sud qui arrive, on va dire, un peu masquée. Personne ne parie sur cette sélection. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que dans ce groupe où il y a le Ghana, le Sénégal et l'Algérie, effectivement, l'Afrique du Sud ne fait pas partie des équipes à laquelle on pense tout de suite. Mais leur qualification pour cette Coupe d'Afrique a été quasi parfaite. Donc effectivement, ça peut être l'équipe qu'on n'attend pas, comme ça arrive souvent en Coupe d'Afrique, qui va être le trouble fait dans ce groupe. Mais il y a quand même du costaud. Hein. Entre l'Algérie et le Ghana qui sont habitués à ce genre de compétition, je ne dis pas que l'Afrique du Sud n'est pas une équipe forte, hein, mais ça va être quand même difficile. Mais on ne sait jamais, ça va être difficile pour eux quand même. Un petit mot sur le Ghana ? Sur le Ghana, qui reste quand même une des valeurs sûres, bien sûr, de cette compétition. C'est l'équipe qui s'exprime quand même le mieux depuis quelques années dans les Coupes du Monde, dans les très grandes compétitions internationales. Et indiscutablement, il va falloir quand même que cette génération-là arrive à aller chercher peut-être un petit quelque chose. Est-ce que ça peut être le moment? Je pense que vraiment, cette poule sera super compliquée, que ce soit pour l'ensemble des 4 équipes. La vérité, pour moi, peut sortir vraiment du premier match. Les équipes qui remporteront leur premier match vont prendre une vraie longueur d'avance sur toutes les autres. Le Ghana, c'est ce qu'il lui reste à faire dès lors. On va arrêter d'être lisse. Qui vous voyez sortir de cette poule? La poule de la mort. Ouais, de cette poule-là, honnêtement, ce sera... Allez, mouillez-vous. Alors, je vais me mouiller. Pour moi, ce sera Algérie-Ghana. Algérie-Ghana. Le Sénégal va sortir de cette poule, monsieur. Et avec le Ghana, pour moi, l'Algérie va rater sa Coupe d'Afrique des Nations parce que trop de pression, effectivement. Et le Sénégal, je le vois même aller très loin ensuite. Sénégal d'Alain Giresse, vous voyez aller très loin, Julien? Moi, le Sénégal d'Alain Giresse... pour l'instant, effectivement, je pense que l'équipe peut aller loin. Je ne la vois pas sortir du groupe parce qu'il y a le Ghana que je trouve constant ces dernières années. L'Algérie qui, pour moi, est la favorite. Mais c'est vrai que quand on se passe d'Embaba, en tout cas pour le Sénégal, c'est qu'on doit être sûr de ses forces. Donc on verra. Mais peut-être qu'effectivement, Giresse va réussir à faire quelque chose avec ce Sénégal qui est, rappelons-le, reste sur des mauvaises compétitions où elle n'a pas su sortir du premier tour la dernière fois qu'elle s'est qualifiée. Donc là, maintenant, Giresse à lui de ramener l'espoir au Sénégal. On ne sait jamais avec les Sénégalais, on peut tout avoir, comme parfois... peuvent se tromper dans les grandes longueurs. Mais justement, la pression d'Embaba, ça peut aider le groupe à se transcender parce qu'il a quand même traité Giresse de marionnette. Complètement. Et puis, c'est vrai que Giresse a pu quand même se faire un vrai plaisir de faire de l'autorité sur Dembaba. Quand on a quand même le matériel qu'il a en attaque aujourd'hui, Alain Giresse, on élimine effectivement Dembaba, on a encore Moussasso, on a encore Biram Diouf, on a encore Papis Cissé. Il a un matériel énorme devant, il sait qu'il y a de la créativité, que ce sont des joueurs qui s'entendent bien, qui vont se trouver, qui vont inventer des choses. Et c'est pour ça qu'Alain Giresse a beaucoup travaillé sur son milieu de terrain, sa défense, pour avoir une embase très bonne et ainsi pouvoir effectivement laisser la créativité devant. Si la mayonnaise prend devant, ce Sénégal, j'en suis convaincu, ira très loin dans cette compétition. Bien entendu. Alors, à présent, le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, la Guinée. A priori, la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont favoris, mais est-ce que c'est vraiment des favoris solides?
J'ai envie de répondre, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mon capitaine. Pourquoi? Parce que je pense que la Côte d'Ivoire... Vous serez pas un peu normand? Peut-être quelques touches normandes, mais en tout cas, je vais préciser quand même ma réponse. C'est surtout que je vois une de ces deux équipes bien s'exprimer et l'autre complètement s'écrouler. On a vu quand même un Cameroun qui a tendance à avoir une lutte intestine au niveau de sa fédération, des joueurs, même au cœur du groupe. On sent qu'il n'y a pas vraiment une grande sérénité là-dedans. Samuel Eto'o est plus là pour cacher, entre guillemets, la forêt assez jungle, j'ai envie de dire, et très sauvage qui existe autour de cette équipe du Cameroun. Donc pour moi, je pense que le Cameroun, avec un groupe où on retrouve en plus le Mali et la Guinée qui peut tirer son épingle du jeu, va certainement avoir du mal, principalement à cause de cette histoire d'ambiance. Pour la Côte d'Ivoire, j'ai là par contre une analyse totalement différente, puisque cette Côte d'Ivoire-là, je la vois aussi parmi les favorites. La génération dorée arrive tout doucement, un petit peu au bout du bout. Oui, mais qui n'a rien gagné. Hein. Et qui n'a encore rien gagné. Et on le sait souvent, ces équipes qui ont des générations dorées, eh bien c'est au moment où cette génération s'éteint, au moment où quelques forces vives viennent un petit peu apporter des choses, qu'elles s'expriment véritablement. On a le chef d'orchestre avec Yaya Touré, on a Kolo Touré qui revient en défense et qui va certainement manager au feu les 4 qui seront sur cette ligne de défense. On a également Bakary Kopa dans les buts qui est en train de s'exprimer en Europe maintenant à Lokeren. Donc il est en train de trouver aujourd'hui, on va dire, une régularité. Et devant, il y a encore là aussi, on revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec le Sénégal, il y a encore une fois une surface offensive exceptionnelle qui existe. C'est peut-être la bonne, paradoxalement. Qui vient de signer à City. Ouais, qui aura peut-être paradoxalement d'ailleurs un peu trop la tête justement à City. Voilà, il a eu sans doute grillé peut-être un peu d'énergie dans tout cela, mais il y a encore beaucoup de monde autour. Et vraiment, c'est une liste d'attaquants assez impressionnante. On a des styles différents. La Sina Traoré peut venir faire le point d'appui, on peut tourner autour de lui. Il y a une surface de solutions qui sont proposées à Hervé Renard qui est très importante. Et n'oubliez pas, Hervé Renard aura ressorti aussi la chemise magique. Un peu pour Cyril. Palabre. On parle du Cameroun qui est meilleur sans Eto'o. Est-ce que c'est votre avis, Cyril? Bonne question. Très bonne question. Heureusement, je suis là pour ça. Heureusement. Mais pour moi, le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, sont similaires sur un point. Elles abordent cette compétition sans l'un des joueurs majeurs de la décennie précédente, de la décennie actuelle. Eto'o sera absent pour le Cameroun, Drogba sera absent pour la Côte d'Ivoire, mais pour moi les deux équipes sont dans deux dynamiques totalement différentes. Et justement, je vais à l'inverse de ce que dit Julien, pour moi le Cameroun, sans Eto'o, c'est enfin débarrassé des querelles et des guerres intestines, les clans, un tel veut pas jouer avec un tel, Eto'o fait pas la passe à Song, enfin bref, toutes ces petites guéguerres qui ont plongé le Cameroun et qui a fait une Coupe du Monde du coup catastrophique au Brésil, mais une Coupe du Monde comme on en a rarement vu, des joueurs se battent sur le terrain, ils prennent enfin bref, le Cameroun, c'était du grand n'importe quoi. Et cette phase de qualification, sans Eto'o, on a eu des joueurs se révéler, des joueurs enfin respirer, Choupo-Moting devant, Vincent Aboubakar, le petit Ndjé qui joue à l'OL, tous ces joueurs qu'on sentait un peu rabougris, je sais pas, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, là tout d'un coup ils s'expriment réellement. Alors qu'à l'inverse, la Côte d'Ivoire, sans Drogba, effectivement, c'est le personnage emblématique de la sélection. Lui aussi, dans un autre sens, un peu plus... C'était pas un Eto'o, mais il faisait régner l'ordre au sein de la sélection. Il n'est plus là. Pareil, il y a des petites guéguerres qu'on ne connaissait pas dans le grand public, mais qui étaient connues à l'intérieur du groupe entre les pro-Drogba et les anti-Drogba, ou les pro-Touré, voilà exactement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait une campagne de qualification très compliquée. Hein. Sans le match avec le Cameroun, où tout d'un coup, ils se sont arrangés, entre guillemets, hein. Bien sûr, on n'a pas de preuves, donc on ne va pas crier... mais on l'a vu. Mais on l'a vu sur le terrain. Voilà, sur les 3 dernières minutes. On est d'accord. Et donc, c'est qualifié très difficilement pour cette CAN, portant une deuxième place, mais très difficile. Donc pour moi, le Cameroun sans Eto'o, pour résumer un peu ma pensée, le Cameroun sans Eto'o est plus fort. Est-ce qu'ils feront une grande compétition? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je demande au Cameroun sur cette compétition, c'est au moins de montrer que c'est un grand pays de football, qu'ils sortent des poules, et ensuite on verra. C'est tout ce qu'on peut leur demander, étant donné le niveau dans lequel ils sont, et dans quelques années. Pour moi, le Cameroun a une Coupe du Monde, une CAN en 2019, que cette génération-là, ils ont à peu près la vingtaine, si dans 4 ans, elle peut être suffisamment forte pour gagner la Coupe d'Afrique à domicile, ça serait parfait. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est l'autre favori du groupe, Hervé Renard a l'expérience de la CAN. Hervé Renard sait comment aborder ce genre de compétition. Il l'a eu en tant qu'adjoint de Claude Roy avec le Ghana, il l'a eu avec la Zambie, et il l'a gagné. Donc il peut, même malgré la campagne de qualification difficile, il peut ressouder ce groupe et arriver quelque part dans cette compétition. Mais pour moi, il ne faut pas oublier le Mali.
Le Mali qui fait quand même 3e sur les 2 dernières CAN. Justement. Donc il ne faut pas les oublier non plus. C'est un groupe aussi très très compliqué, aussi compliqué que le groupe de l'Algérie, Sénégal, Ghana. Et voilà. Donc ça va être difficile pour tout le monde. Pour moi, si vraiment je dois mouiller, mon favori du groupe, Cameroun-Côte d'Ivoire par la force des choses. Parce que s'ils jouent réellement à leur niveau... Plus par leur renommée que par leur qualité. Ils ont les joueurs de qualité pour sortir de ce groupe. Et s'ils jouent réellement tous à leur niveau, ils peuvent effectivement sortir du groupe. Mais voilà, je n'ai pas envie d'enterrer le Mali non plus. Enfin, c'est compliqué de pronostiquer, mais je me mouille Cameroun-Côte d'Ivoire. Alors, on va se mouiller, on arrive à la fin de notre émission. On va se mouiller une bonne fois pour toutes. Vous voyez une finale... Le Sénégal en finale. Contre ? Pour moi, le Sénégal en finale, je les vois vraiment très bien dans cette compétition, progresser, s'améliorer. Ils sont par contre effectivement dans cette partie basse du tableau, parce que c'est vrai que s'ils arrivent à sortir de leur poule, et ben en plus derrière ils vont se prendre ceux du groupe D, ça sera compliqué. Donc pour moi ils vont avoir vraiment une grosse montée en puissance. De l'autre côté, peut-être un petit peu plus compliqué. Le Burkina peut faire valoir, selon moi, son expérience effectivement pour essayer d'aller jusqu'à la finale. Ce sera peut-être là aussi quand même un petit peu juste. Je vois surtout et avant tout le Sénégal, Malik, un peu plus ouvert dans l'autre partie de tableau pour moi. Donc Sénégal, peut-être Burkina. Peut-être Burkina. Cyril ? Donc moi je vais rester sur l'Algérie, qui pour moi sera en finale. Mais c'est vrai que comme le Sénégal, ils sont dans une partie où dès les quarts de finale, il y aura une grosse équipe. En demi, il y aura une grosse équipe. Alors que de l'autre côté, quand je regarde les différentes équipes, j'ai du mal à me dire qui peut arriver en finale. Tout est possible, hein. Le Cap-Vert peut très bien arriver en finale de cette Coupe d'Afrique, étant donné où il se situe dans le tableau. C'est-à-dire que si le Cap-Vert sort de son groupe, il rencontrera certainement le Congo ou le Gabon, ils peuvent les battre et ainsi de suite. Enfin, donc pour moi, c'est une finale folle, hein, qui sera complètement inédite, mais Algérie-Cap-Vert. Allez, Algérie-Cap-Vert. On retient ça, on en reparlera dans 3 semaines. C'est sur ces pronostics que notre émission s'achève. Comme disait Nelson Mandela, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, le courage, c'est de pouvoir vaincre sa peur. Pour vous, nous essaierons de vaincre toutes nos peurs. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.